Qu'est-ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes? Qu'est-ce qui est rédhibitoire et que je vous invite à éviter pour ne pas passer à côté d'une âme sœur sans l'avoir vraiment décidé? Et j'espère que vous appréciez le cloître de l'abbaye de Senanque. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach. Depuis la fin des années 80, j'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-là galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie au moins 2 vidéos par semaine pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans la jungle des rencontres. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la description et à cliquer sur la cloche des notifications de manière à être informé de chaque nouvelle vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez le lien dans la description. Qu'est-ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes? Qu'est-ce qui est rédhibitoire et que je vous invite à éviter pour ne pas passer à côté d'une âme sœur sans l'avoir vraiment décidé? Ce calme et l'aspect sacré du lieu m'ont paru propices pour évoquer un sujet dont on parle assez rarement et qui pourtant me semble d'une grande importance. C'est pourquoi les femmes sont-elles toujours en train de réclamer, de critiquer, de donner des conseils non demandés, bref, de se plaindre. Pour amener ma réflexion, je vais partir de ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes et je vais dérouler le fil, entre guillemets, pédagogique, de manière à ce que vous, messieurs et jeunes gens, vous compreniez ce qui se joue derrière la plainte d'une femme et surtout à ce que vous, mesdames, mesdemoiselles, je sais, c'est ringard, mais c'est comme ça, je pourrais dire peut-être gentes dames, vous puissiez mesurer l'impact de certains de vos comportements et le lien probable avec votre insatisfaction et vos frustrations. Qu'est-ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes? Qu'est-ce qui fait que certains hommes s'éloignent d'une femme dont ils sont parfois amoureux, voire très amoureux? C'est une situation que je croise souvent dans le cadre de ma patientèle, entre guillemets. Des hommes qui sont obligés de quitter une femme parce qu'elle est insupportable. Et ce ne sont pas des femmes qui sont caractérielles, même si elles le sont un petit peu quand même, mais ce ne sont pas des cruellas. Parce que contre toute attente, ces hommes-là restent avec les cruellas. Mais ils quittent les autres. Qu'est-ce que les hommes peuvent bien se raconter dans les conversations privées? Qu'est-ce qu'ils se disent d'horrible à l'égard des femmes? Plus horrible encore que la facilité d'une femme à tomber amoureuse de la première personne qui lui prête attention. Plus horrible encore que le fait qu'elle parle immédiatement d'une relation sérieuse. Et plus horrible encore que son angoisse de fonder une famille 48 heures après la première rencontre. Vous l'avez compris, je caricature, mais finalement pas tant que ça. Il y a en Italie un écrivain qui est très en vogue et qui s'appelle Fabrizio Caramagna. Il écrit beaucoup d'aphorismes, il est traduit en une 12aine de langues, et il a écrit cet aphorisme intéressant. L'homme tombe amoureux du corps d'une femme, puis découvre qu'il y a plus. La femme tombe amoureuse de l'esprit d'un homme, puis découvre qu'il y a moins. L'amour est l'histoire de 2 malentendus. Alors Oscar Wilde l'avait dit autrefois à sa manière, à travers cette phrase célèbre, « La femme pense que son homme va changer, l'homme pense que sa femme ne changera pas, les 2 se trompent ». Nous arrivons donc toujours au même malentendu. Il y a visiblement une attente chez l'un et chez l'autre qui n'est pas toujours compatible. Alors pour aller droit au but, un homme sain et équilibré a beaucoup de mal à tolérer ce que l'on peut désigner par la formule RCCP. R comme réclamation, C comme critique, C comme conseil et P comme plainte. Et franchement, qui tolère vraiment les plaintes, les critiques et les conseils, surtout quand ils sont constants, qu'ils restent les mêmes et parfois se renouvellent sans oublier ce qu'ils étaient avant, et qu'ils sont continus dans une journée et parfois dans une vie. Et bien sûr, vous l'avez compris, dans une vie de couple. En réalité, les gens qui sont critiques, qui se plaignent, qui savent tout, qui revendiquent ou qui donnent des conseils non sollicités sont insupportables. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'hommes, les femmes qui se comportent de cette manière sont insupportables. Et force est de constater qu'il y a plus de femmes qui pratiquent le RCCP que d'hommes. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous pousse à nous éloigner de ces personnes, entre guillemets, toxiques, qui ne sont pas effectivement des toxiques par excès, puisqu'il n'y a pas de manipulation. Mais la plainte est une forme de manipulation qui prend en otage l'entourage et l'oblige à supporter cette plainte, qui bien sûr va donner de l'importance à la personne qui en est l'auteur. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que ceux qui critiquent, qui se plaignent, qui donnent des conseils, ne supportent pas les critiques, les plaignants et les experts
J'ai beau savoir que ce qui dérange en l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir en soi, c'est quand même caricatural. Je n'ai pas dans l'idée de vous pointer du doigt en disant « Hé, toi qui te plains en permanence, est-ce que tu réalises ce que tu nous fais vivre ?» En revanche, si, en m'écoutant, vous êtes en train de vous dire « Waouh, elle parle des femmes hystériques qui se plaignent, mais moi je ne suis pas concernée. » Oui, bien sûr, il m'arrive de me plaindre un petit peu comme ça, mais avec des amis très proches, avec mes collègues, et avec les hommes, en revanche, je suis toujours impeccable, je suis souriante, ensoleillée, je suis cette merveille qui illumine leur journée et leur soirée lorsqu'ils dînent avec moi. Alors figurez-vous que si vous avez l'impression que vous êtes sur ce modèle-là, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de ce podcast. Vous risquez d'avoir des surprises. Maintenant, voyons ce qui pourrait littéralement changer votre vie amoureuse. Vous vous doutez bien que si je vous parle de la plainte, c'est pas pour vous entretenir dans la plainte. C'est au contraire pour vous en sortir. Je suis convaincue que la plainte et son cortège de réclamations, de critiques et de conseils non sollicités est un tue-l'amour. Vous n'avez aucune idée du nombre de femmes que j'ai pu rencontrer, écouter, dont j'ai lu les mails ou qui parfois m'envoient des audios depuis des dizaines d'années. Ces femmes, je les ai entendues lorsqu'elles se plaignaient des hommes que je leur présentais dans le cadre de mon agence de rencontres au siècle dernier. Et aujourd'hui, elles sont mes coachées. Ce que je peux dire, c'est qu'elles sont profondément découragées et démotivés à l'idée de rencontrer l'homme qui leur convient. C'est compliqué, ils ne ressemblent à rien, ils ne veulent pas s'engager, ils ne prennent pas soin d'eux, ils font vieux, alors que elles, évidemment, elles s'entretiennent et sont coquettes. Bizarrement, j'ai aussi beaucoup de coachés qui trouvent. Et celles qui se plaignent sont souvent des femmes qui ne manquent de rien. Elles ont en général un bon job, elles ne sont pas laides, elles ne sont pas stupides, elles sont même parfois très féminines et probablement de bonnes amantes. Mais leur attitude à l'égard des hommes et dont elles n'ont pas conscience, vous avez compris, je parle d'elles, mais bientôt on va parler de vous. Cette attitude gâche tout. Ce sont des RCCP sur pattes. Réclamations, critiques, conseils, plaintes, en continu. Ce sont des râleuses, elles ne sont jamais contentes, ça ne va jamais. Quand il fait beau, il fait trop chaud, quand il pleut, il ne fait pas beau. Tout ce qui passe est moche, rien ne trouve grâce à leurs yeux. Les autres femmes sont des bombasses ou des grenouilles de bénitier. Elles savent toujours tout sur tout, et surtout à l'égard des hommes qui les intéressent. Et encore plus, à l'égard de l'homme qui a eu le malheur d'entrer dans leur vie et qui risque de ne pas y rester très longtemps. Et là, on ne parle vraiment pas d'érotisme ou de zone érogène. La plainte est tout sauf une zone érogène. Le truc, et c'est vraiment important de l'entendre, c'est que ces femmes-là ne se rendent pas compte qu'elles sont des plaintes sur pattes. Elles sont même persuadées qu'elles sont des femmes très bien, qui apportent de bons conseils, qui sont intelligentes et dont tout le monde a besoin. Et elles ne remarquent pas, évidemment, qu'elles sont en train de saboter leur relation naissante, parfois avant même qu'elle ne commence, et souvent dans le cadre de la relation parce que l'homme finit par les quitter. Alors maintenant, gentes dames, demandez-vous un peu ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes. Ça me paraît pourtant très simple. Est-ce que vous, en tant qu'être humain, vous aimez être critiqué, même quand ça part d'un bon sentiment? Est-ce que vous aimez qu'on se plaigne de vous en vous expliquant que vous ne faites pas les choses comme il faudrait? Est-ce que vous aimez qu'on se plaigne de votre comportement, de vos amis, de votre maison, de votre manière de la ranger, de votre façon de travailler, de vos enfants, de leur éducation? C'est pas quelque chose qui est supposé être contre vous. C'est un commentaire qui est là pour vous aider à évoluer. Parce que bien sûr, l'autre n'a qu'un seul désir, c'est de vous aider. Aimez-vous en général recevoir des conseils non sollicités sur la manière de vous améliorer, de faire mieux les choses et de vivre selon des critères et des aspects de votre vie que vous n'aviez même pas envisagé de remettre en cause? Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe avec les hommes qui vous ont quitté, essayez de voir si avant la rupture, ils ne vous ont pas un peu moins invité qu'au début, s'ils ne vous ont pas semblé distants. Et essayez de comprendre pourquoi ils ne vous ont pas couru après, malgré toutes les vidéos sur le sujet que vous avez pu binger. Il y a donc des femmes qui considèrent que la relation est le centre de leur vie et que le temps qu'elles passent dans cette relation est un temps qui est constitué de plaintes, de critiques et de conseils non sollicités. Même si elles le font avec les meilleures intentions du monde, avec tout l'amour du monde, dans l'idée de changer leur homme parce qu'elles pensent qu'il peut être mieux, en fait, elles ne tiennent pas compte de lui, elles ne tiennent compte que d'elles et de leur envie de le voir se transformer. C'est quelque chose qui rend les hommes foudrages, parce que c'est pas leur vision de l'amour. Il est évidemment des pervers qui ont tendance à critiquer et à commenter, à vouloir se mêler de tout, mais la plupart du temps, les langues de vipère sont plutôt situées du côté féminin. Alors maintenant, nous allons voir les 3 raisons pour lesquelles les hommes sont agacés par les plaintes, les conseils, les critiques, et pourquoi ces attitudes que vous considérez comme excellentes peuvent faire qu'un homme s'éloigne, même s'il est fou de vous, même s'il vous trouve très séduisante et très intelligente. Et vous dire que vous êtes peut-être en partie responsable de son éloignement n'est pas une chose facile. Donc la première raison, c'est que vous avez tendance à le rabaisser.
vous lui expliquez comment il est, vous lui attribuez des adjectifs, tu es ceci, tu es cela, tu n'as pas les mêmes priorités que moi, tu ne fais pas moi ta priorité. Et finalement, vous passez votre temps à lui montrer à quel point il est incompétent à vous satisfaire. Ce qui est la dernière chose à faire. Un homme trouve énormément de plaisir et est nourri du fait de vous apporter quelque chose. Quand vous le critiquez ou que vous essayez de le transformer, vous lui expliquez qu'il y a quelque chose en lui que vous n'aimez pas, qui vous semble rédhibitoire, et que vous savez ce qui est bon pour lui. Et quand vous lui donnez non-stop des conseils non sollicités, non seulement vous lui montrez que vous n'aimez pas quelque chose en lui, mais encore qu'il est incapable de réaliser qu'il a un travail à faire sur lui et des choses à changer. Imaginez qu'un homme vienne vous dire pourquoi vous n'êtes pas parfaite, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le devenir, et qu'il vous donne des conseils sur votre façon de gérer votre vie, je pense que vous seriez folle de rage. En plus, quand vous l'humiliez, quand vous le dévalorisez, quand vous le critiquez, quand vous vous plaignez, vous le renvoyez très souvent à des figures féminines qui ont marqué son éducation, en l'occurrence sa mère, les femmes de sa famille d'une manière générale, ça peut être aussi ses sœurs, ses tantes, ses profs, ses instits, éventuellement ses psys, ou des médecins qui ont compté dans leur vie parce qu'ils ont eu un problème de santé qui a fait qu'ils ont été très souvent voir un médecin femme. Bref, quand vous vous mettez en mode caricature du féminin, vous le renvoyez à toutes ces femmes qui, lorsqu'il était jeune et impuissant à se défendre, ont eu l'emprise sur lui. D'autant plus que, la plupart du temps, l'éducation est confiée plutôt à des femmes. Pour peu que l'homme ait eu des parents divorcés et un père pas très présent, qu'il ait vécu dans un gynécée, on peut imaginer qu'il n'a eu de cesse que de quitter cette famille pour pouvoir découvrir le vaste monde. Et pas pour retourner avec quelqu'un qui va le mettre sous cloche, qui veut lui faire faire ce qu'elle a décidé qui était bon pour lui, qui veut le transformer en ce qu'elle a imaginé être la meilleure version de lui-même. Et du coup, toutes vos plaintes, toutes vos critiques fabriquent des murs, et à un moment donné, le mur sera tellement haut qu'il sera de l'autre côté. Et que vous soyez en train de le critiquer directement, ou de vous plaindre directement, ou que ce soit indirect, parce que vous allez parler d'autres personnes qui vous dérangent, ou qu'il écoute les critiques que vous passez votre temps à faire à l'égard de vos amis ou de votre famille, risque de le mettre sur la défensive et de contribuer à son éloignement. Et qui pourrait reprocher à un homme de s'éloigner dans de telles conditions? Face à ce type de comportement, vous avez deux réactions. Ceux qui se taisent, qui s'écrasent, qui s'éloignent progressivement, qui perdent leur intérêt pour vous et qui finissent par vous quitter, ou qui sont tellement peu présents que vous finissez par les quitter et ils ont fait en sorte que vous les quittiez. L'autre type d'homme va au contraire vous rentrer dedans, se disputer avec vous et rentrer dans un rapport de force, en disant que c'est vous qui êtes anormal, à l'envers, que lui est à l'endroit, et vous allez passer votre temps à vous disputer. Alors maintenant, on a vu que la plainte, la critique, c'était une façon de faire, et j'avais parlé d'autres attitudes qui peuvent éloigner un homme, et qui ne sont pas très éloignées de la notion de plainte. Il y a le fait de faire la gueule, exprès, pour le punir de ne pas avoir fait ce que vous lui avez demandé de faire. Et l'autre point, c'est le fait de le priver de quéquette. Mais là, je vous renvoie au podcast sur le sujet. Alors comment vous pouvez changer tout ça? Déjà en prenant conscience que vous avez tendance à vous plaindre et à vous servir de l'autre comme un punching ball. Peut-être aussi de commencer par user de bienveillance et de sympathie, déjà avant tout à l'égard de vous-même. En général, quand on critique, qu'on se plaint et qu'on donne des conseils, c'est qu'on est très exigeant avec soi-même, et même impitoyable. Au point que vous vous en demandez beaucoup, vous vous mettez la pression, et cette pression n'étant pas tenable, il faut bien qu'elle puisse s'exprimer, et donc elle se décharge sur votre partenaire. Ensuite, j'ai envie de vous parler de François Roustan. François Roustan, c'était un prêtre qui a quitté la prêtrise pour rencontrer Lacan, et quand Lacan l'a adoubé, il lui a dit c'est hors de question, et il est parti vers l'hypnose. Donc il était psychanalyste, entre guillemets, hypnothérapeute. Je l'avais entendu sur France Culture à peu près en 2010, dans l'émission de Frédéric Lenoir. Du coup, j'ai appelé, j'ai eu ses coordonnées et je l'ai invité à animer un café de l'amour à Paris et à Bruxelles. C'était un homme très atypique, très intéressant, et il a écrit un livre qui s'appelle « La fin de la plainte ». Pourquoi je vous parle de Roustan? Parce que vos plaintes, vos critiques, vos besoins de donner des conseils sont liés à des frustrations, à des blessures, à des choses qui ne sont pas dites, qui sont refoulées et qui ne peuvent s'exprimer que par ce biais. Or, selon Roustan, plus nous nous plaignons et plus nous souffrons. Car la plainte entretient la souffrance. D'où son invitation à la dépasser. La fin de la plainte. Mais en même temps, c'est un cercle vicieux. Sans plainte, il n'y a pas de possibilité de décharger la frustration et la colère, voire la violence. Et toujours selon Roustan, l'attitude de la plainte, c'est vraiment caractéristique de notre époque, où il est question de se raconter, de s'inquiéter de son petit moi, de son image, connecté avec l'individualisme ambiant. Et lui disait que croire qu'on va guérir de sa douleur intérieure en apprenant à se connaître est la grande illusion du moment. C'est intéressant comme point de vue. Après, j'irai un peu plus loin dans la réflexion.
Apprendre à se connaître, pour lui, c'était une tendance qui était née avec la psychologie, qui s'était développée avec la multiplication des thérapies et bien sûr le développement personnel. Et il disait aussi qu'il y avait des jeunes femmes qui étaient persuadées de ne pas rencontrer le grand amour parce qu'elles n'avaient pas suffisamment travaillé sur elles. Comme s'il fallait un travail sur soi pour être amoureux. Et d'après lui, non seulement la connaissance de soi ne guérit pas, mais elle enferme. Et elle fait de nous des narcisses dépressifs. Et il dit que le besoin de comprendre est respectable, il fait partie de notre culture, mais comprendre ne fait pas changer. Alors, ce que je trouve moins intéressant, c'est que on ne peut pas, compte tenu de nos cerveaux occidentaux, ne pas d'abord nourrir le cerveau, donner du sens. Et une fois qu'on a donné du sens, je crois que c'est là où on peut commencer à changer de registre. Il y a plusieurs façons de changer de registre, surtout par rapport à la plainte. Roustan donnait souvent comme exemple l'histoire de cette femme qui se plaignait de ses mauvais rapports avec sa mère, qui n'avait jamais reconnu sa valeur. Et au lieu de l'inviter à ressasser son enfance malheureuse, qu'elle avait dû ressasser pendant des dizaines d'années dans un cabinet thérapeutique, il essayait de lui faire entendre qu'elle n'avait plus besoin aujourd'hui d'être reconnue par sa mère, qu'il y avait de nombreuses sources de bonheur possibles pour elle, comme s'investir dans le travail, l'amour, l'amitié, et que le passé ne se change pas. Il disait qu'il était absurde d'attendre qu'une reconnaissance ou un amour ait eu lieu, et que la question était plutôt de comment faire pour se rendre disponible au réel actuel. Cela supposait de tourner le dos à ses manières habituelles de vivre, de penser, de sentir. Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui nous tient tous. C'est une véritable emprise, et ce qui est difficile pour mes coachés, c'est de lâcher le besoin de reconnaissance. Mais quand même, elle pourrait comprendre, il pourrait me dire avant de mourir. En fait, ils n'acceptent pas leur incarnation. Et une fois qu'on accepte le fait qu'on n'était pas la chouchou, que notre mère a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a reçu, que notre père a été complice parfois de comportements toxiques, on ne peut effectivement que se dire « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est bien d'aller dans le passé pour rencontrer celles et ceux qu'on a été, mais il ne s'agit pas d'effacer des années. Roustan donnait souvent cet exemple d'une femme qui, après 7 ans de thérapie, était venue le voir. Elle avait donc fouillé son passé et elle cherchait la preuve que son père avait abusé d'elle parce qu'elle en avait eu le sentiment lorsqu'il était décédé. C'était évidemment un abus qui aurait eu lieu dans l'enfance. Et au bout de 7 ans, elle n'en savait pas davantage et elle était encore plus mal puisque non seulement elle n'avait pas la preuve, mais en plus, on ne saurait jamais si ça s'est passé. Et Roustan, au lieu de continuer à creuser avec elle le travail de ses confrères, consoeurs, pour savoir si son impression reposait sur une vérité, il lui avait proposé d'avancer dans cette direction qui était, en admettant que votre père ait abusé de vous, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour être heureuse. Moi, dans mes formations sur le trauma, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, qu'il y a eu une impression ou qu'il y a eu réalité, ça se traite de la même manière. Je pense que c'est nécessaire de rencontrer celles et ceux qu'on a été et qui ont vécu des choses difficiles, abus ou pas abus, et de les entendre. Mais une fois qu'ils ont été entendus suffisamment, parce que parfois une rencontre ne suffit pas, intervient la notion d'action et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change. C'est là où donner du sens n'a plus lieu d'être, mais où commencer à changer des habitudes et sa façon de voir les choses, ses lunettes, sa posture, va amener une véritable transformation. L'hypnose est un des outils. D'ailleurs, très souvent, dans les consultations, on arrive à des états de conscience modifiés. En synthèse, le fait de vous plaindre, de critiquer et de donner des conseils non sollicités n'est que la partie visible de l'iceberg, derrière lequel se cachent des frustrations, des souffrances, des blessures, dont la personne a rarement conscience. Et déjà prendre conscience, 1, qu'elle a vécu ces situations, 2, que ce sont ces frustrations qui la conduisent à se décharger sur l'autre, 3, rencontrer celles qui les ont vécues, et 4, mettre en place des actions concrètes, parce que j'ai remarqué que chaque fois qu'on change de point de vue, on se bouge, on sort parfois d'une léthargie un peu autocomplaisante. Et vous, est-ce que vous avez tendance à vous plaindre, à critiquer et à donner des conseils non sollicités? Ou est-ce qu'au contraire, vous évitez ce genre de choses parce que vous avez compris depuis longtemps que ça ne servait à rien? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire quitter sans savoir pourquoi et finalement à réaliser maintenant, là, que peut-être ça avait un lien avec vos critiques et vos plaintes? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement, et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi. Sauf pendant les vacances de Noël et le mois d'août.